L'anime commence avec la petite Alicia, qui observe avec curiosité la carte de son continent. Elle demande à son père pourquoi le reste du continent apparaît en noir, et ce dernier lui répond qu'en vérité, ils ne le savent pas. En fait, ils ne peuvent connaître que le continent d'Eltea, car les 4 points cardinaux sont gardés par les 4 rois bêtes, lesquels ont exterminé toutes les expéditions qui ont tenté de voir au-delà. Alicia demande à son père si cela signifie qu'ils sont enfermés dans le continent d'Eltea. Il lui répond que l'on pourrait dire que oui. Cependant, il existe une légende selon laquelle un héros mystérieux vaincra les 4 rois des bêtes magiques avec une arme offerte par le roi de Iden, ce qui permettra à l'humanité de découvrir la véritable immensité du monde. Alicia demande à son père si ces rois bêtes sont puissants, et celui-ci lui révèle que chacune de ces créatures pourrait détruire toute la Terre. Alicia pense qu'il est impossible de vaincre un tel être, mais son père lui mentionne que les armes mystiques offertes par le roi de Iden multiplient les pouvoirs de leurs porteurs, amenant leur capacité à des niveaux inimaginables. Alicia, toute excitée, dit qu'elle veut devenir une héroïne pour faire en sorte que le monde devienne bien plus vaste et ne plus rester enfermé sur ce continent. La scène change. Les années ont passé, et on retrouve Alicia, plus âgée, dans un carrosse, en route pour accomplir son rêve. Elle est accompagnée d'autres héros, eux aussi porteurs d'armes légendaires, Olgus, Katz, Milro, Minalch et Mudo. Katz s'intéresse un peu à Alicia, qui ne s'est pas présentée avec le reste du groupe, et on lui demande d'où elle vient. Mais ils sont interrompus par Stéphane, qui leur dit de rester vigilants, car ils se trouvent en territoire des bêtes magiques. Le cocher leur annonce qu'ils ne pourront pas continuer par la route, celle-ci étant trop escarpée. Mais soudain, ils sont attaqués par les bêtes magiques. Les jeunes héros s'organisent rapidement et commencent à éliminer toutes les bêtes sur leur chemin, tout en continuant leur route. Ils démontrent une grande capacité au combat, en particulier Stéphane, qui possède un grand pouvoir destructeur. Après avoir vaincu une hydre et quitté les grottes, ils arrivent au repère du roi des bêtes. Le maître de la montagne lunaire se présente rapidement, surprenant tout le monde. Il s'agit du roi qui règne sur le sud d'Eltea, Clévatès de la lumière de la lune. Malgré son apparence imposante, les héros déclarent vouloir le vaincre. Après tout, ils sont les héros élus. Ils se jettent rapidement sur lui, mais en un instant, Clévatès tue Stéphane d'un seul coup. Olgus l'attaque à son tour, mais il se retrouve décapité. Sans perdre de temps, Clévatès continue d'éliminer les autres héros. Alicia les avertit que les attaques viennent des ombres, et qu'ils doivent les éviter en restant dans les airs. Clévatès attaque alors Alicia, mais elle parvient à esquiver, ce qui attire son attention. Elle est plus futée que prévu. Pendant leur combat, Clévatès pense qu'il n'a pas observé les humains d'aussi près depuis un millénaire. Les héros tombent les uns après les autres. Clévatès se demande comment ces êtres autrefois insignifiants comme des insectes ont réussi à arriver jusqu'ici, et ce qui a bien pu changer en 1000 ans. Alicia parvient à s'approcher suffisamment pour lui entailler la corne. Clévatès, calme, s'interroge sur les intentions de ces humains. S'ils projettent de menacer à nouveau ces terres dans le futur, mieux vaut les étudier un peu. À ce moment-là, tout commence à s'illuminer, et les héros sont anéantis, sauf Alicia, qui reste grièvement blessée. Pendant ce temps, à Hydralt, la capitale du royaume de Iden, les habitants vivent en paix, jusqu'à ce que Clévatès apparaisse soudainement. Ils pensent que tous ces individus se sont présentés comme des héros et ont attaqué ces terres en prétendant avoir été choisis par le roi de Iden. Il en déduit donc que le roi est le cerveau de toute cette affaire et décide d'aller le confronter. Les soldats commencent à l'attaquer, en vain. Il avance à grande vitesse vers le château royal, détruisant tout sur son passage. La garde royale prépare la défense, et dès qu'il est à portée, il lance les catapultes, mais Clévatès détruit tout avec ses queues. Arrivé au château, il pulvérise ce qui se trouve devant lui. On informe le roi de la situation et on lui conseille d'évacuer, mais il répond qu'il sait déjà de qui il s'agit, et que dans ce cas, cela ne servirait à rien de fuir. La priorité est désormais de fermer le fourneau, car le feu de Iden ne doit surtout pas être éteint. À l'extérieur, les chevaliers continuent d'attaquer Clévatès. Celui-ci se demande quelle différence il y a entre les soi-disant héros et ces insectes. Lorsqu'il commence à être attaqué par des arbalètes, il comprend que c'est dû aux armes, et décide de les analyser avant que l'humanité ne devienne plus puissante. Le roi ouvre la porte du fourneau, mais un fracas retentit, et en un instant, tout est propulsé dans les airs. Clévatès lui demande s'il est bien le roi de Iden, ce qui surprend ce dernier. Il lui demande comment une bête magique peut parler leur langue. Clévatès lui conseille de mesurer ses paroles, sans quoi il risquerait de provoquer l'extermination de tous les hominidés. Car il ne s'agirait plus seulement de Iden, mais aussi de Dorn, Org, Slada, Ban et tous les peuples des royaumes d'Eltea. Même s'il tue le roi et détruit son pays, si le reste des hominidés possèdent la même essence, d'autres viendront un jour menacer ces terres. Il veut donc les comprendre et savoir quel genre d'êtres vivants ils sont. Il lui demande pourquoi il veut sa mort. Le roi lui répond qu'un monstre comme lui ne pourrait jamais comprendre. Cela lui coûte la vie, Clévatès le décapite. Décidé, Clévatès entreprend alors d'anéantir tous les hominidés. Mais sur le chemin du retour, il entend les pleurs d'un bébé. Une femme le supplie d'épargner l'enfant.
Clévatès lui demande si elle est aveugle et lui rappelle qu'il est le roi des bêtes, qu'il prévoit d'anéantir l'humanité, et lui dit de haïr le fait que ce bébé soit né humain à Eden, pas lui. La femme répond que les bébés ne choisissent ni leur lieu ni leur moment de naissance, et même si les humains lui ont fait du mal, cela ne justifie pas la mort d'une créature innocente qui ne peut même pas se tenir debout. Clévatès lui dit que pour lui, tous sont pareils. Elle grandira, prendra une épée, et après avoir conquis son propre territoire, elle en envahira d'autres. Les hominidés sont les plus dangereux et agaçants de tous. Mais si elle affirme que cet enfant mérite de vivre, alors qu'elle le prouve ici et maintenant. La femme répond qu'elle ne peut pas, car elle va mourir, mais elle est certaine que cette petite créature le lui prouvera un jour. Sur ces mots, elle meurt. Avant de repartir, Clévatès décide de lui donner une chance et de vérifier s'il mérite vraiment la vie. On nous explique alors qu'il existe 5 tribus sur le continent d'Eltea. Les Sladas, experts en nage et navigation, qui détestent vivre avec d'autres peuples. Les Orgs, un peuple courageux, experts en médecine et chasse. Le peuple de Dorne, le plus nombreux, expert en construction et en guerre, qui a divisé la plaine centrale en 2 royaumes, Elsine et Boilat. Les Iden, les plus anciens, entourés de mystères, très doués en forge et artisanat. Et enfin, la 5e tribu, les Bent, barbares des terres sauvages, puissants individuellement, mais sans unité ni leadership. Le royaume de Iden est petit, mais c'était le seul capable de forger des armes avec du minerai magique et du mana, un savoir détenu uniquement par la famille royale. Ils commerçaient beaucoup avec le royaume de Dorne, et la majorité de leur population était métisse, car les Iden de sang pur étaient très rares. Dans le monde, il n'y avait pas que le continent d'Eltea, mais ses habitants ne pouvaient le savoir, car au-delà se trouvait l'habitat des bêtes magiques. À l'époque actuelle, sur le mont de la Lune, 2 bêtes sont impatientes de dévorer le bébé, mais elles fuient en sentant la présence de Clévatès. Le nourrisson pleure, alors Clévatès utilise l'une de ses queues pour restaurer son énergie vitale et l'endormir. Cependant, cela ne règle pas le problème, car chaque fois qu'il urine ou défèque, il se met à pleurer. Exaspéré, Clévatès le jette à des scarabées. Le petit se met à pleurer désespérément, mais Clévatès l'informe que ces insectes se nourrissent uniquement de son urine et lui demande de rester tranquille pendant qu'il le nettoie. Il se lamente alors, pensant que les bébés grandiraient après quelques nuits de sommeil, et n'arrive pas à croire qu'il n'en soit qu'au tout début. Il se demande pourquoi diable il a accepté cette demande. Mais en tant que roi des bêtes magiques, il serait déshonorant de revenir sur sa parole. Il jure alors de devenir le témoin de la croissance de ce gamin. Nous voyons le corps inerte d'Alicia, on ne sait pas si elle est morte ou évanouie. Un flashback montre Alicia pleurant sur son père gravement blessé, avec une silhouette derrière elle. Puis, elle se remémore les derniers instants de sa bataille et se réveille soudainement, se demandant où elle se trouve. En voyant Clévatès, elle se met en garde. Celui-ci lui dit qu'il a jeté les corps et les armes de ses compagnons au fond de la vallée, et comme elle est la seule qui peut lui être utile, il a décidé de la ressusciter, confirmant qu'elle était bien morte. Il révèle qu'elle peut bouger grâce au sang démoniaque qu'il lui a donné, faisant d'elle un cadavre ambulant. Alicia, incrédule, est interrompue par Clévatès qui lui ordonne de découvrir ses seins. Perplexe, elle lui demande ce qu'il veut dire. Il explique que le bébé a faim et qu'elle devrait se taire et se dévêtir. Il utilise son pouvoir pour la contrôler, la forçant à retirer son armure. Cependant, il s'énerve en constatant qu'elle ne produit pas de lait. Alicia, furieuse, lui répond que c'est parce qu'elle est vierge et que seule la mère peut allaiter son enfant. Clévatès la traite d'inutile, et Alicia, humiliée, lui demande de l'achever. Il réplique qu'elle ne peut pas mourir à cause de son sang démoniaque. Le bébé se met à pleurer, et Clévatès blâme Alicia pour son incompétence. Curieuse, elle lui demande pourquoi il s'occupe d'un bébé humain. Il répond que cela ne la regarde pas, mais bien qu'elle ne puisse pas produire de lait, elle lui sera utile autrement. N'ayant pas les connaissances pour s'occuper d'un nourrisson humain, il ordonne à Alicia de lui dire comment satisfaire sa faim, utilisant son pouvoir pour la soumettre. Alicia explique qu'en l'absence de la mère, il faut une nourrice, une femme capable de produire du lait. Si aucune parente n'est disponible, on peut en engager une contre de l'argent, ou dans leur cas, un troc avec les minerais magiques abondants dans la montagne. Tout en parlant, Alicia pense que si elle avait son épée, elle tenterait de frapper Clévatès, mais elle réalise qu'elle ne pourrait pas lui faire de mal, même armée. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour trouver une nourrice. Alicia l'arrête, arguant que s'il se présente ainsi dans un village, il causera la panique. Elle propose de prendre le bébé et de chercher une nourrice à sa place, pensant qu'il faut les séparer, même si elle ignore pourquoi ils sont ensemble. Clévatès refuse de lui confier le bébé, car s'il mourait hors de sa vue, cela ne lui conviendrait pas. Cependant, il admet qu'elle a raison, pour que l'enfant grandisse comme un humain, il ne peut pas rester sous sa forme actuelle. Il utilise son pouvoir pour prendre l'apparence de celle qui lui a confié le bébé. Alicia est stupéfaite de le voir se transformer. Clévatès décide qu'ils ont besoin de noms pour s'intégrer à la société humaine. Il baptise le bébé Luna et se présente à Alicia, lui demandant son nom avant de se mettre en route. Plus tard, près d'un ruisseau, Alicia baigne Luna,
se lamentant d'être tombé si bas. Le bébé lui urine dessus, et Clévatès lui ordonne de la nettoyer correctement, moquant ses efforts en comparaison des insectes de sa caverne. Alicia se plaint de ne pas pouvoir lui désobéir, tandis que Clévatès continue de la réprimander, exigeant qu'elle fasse les choses correctement. Elle remarque qu'il est perfectionniste malgré son statut de monstre. Peu après, Luna est propre et heureuse. Clévatès ordonne à Alicia de changer ses vêtements tachés de sang, affirmant que même les bêtes magiques du coin sont plus propres qu'elle. Il lui demande aussi de se laver et de nettoyer le tissu enveloppant Luna. En lavant ce tissu, Alicia découvre, choquée, qu'il porte l'écusson de la famille royale de Iden, réalisant que le bébé est de sang royal. Pendant ce temps, un Iden parcourt les ruines du royaume, cherchant des survivants et déplorant le désastre prévisible de la lutte contre le roi des bêtes. Il se demande si le roi est devenu fou. Selon le plan, ce jour-là devait être celui du baptême, et la princesse devait fuir le château avec l'enfant. Désespéré, il cherche quelqu'un de vivant. Ailleurs, une faction de Dorne observe les ruines, concluant que la légende n'était qu'une légende. Le commandant Dorel annonce à ses soldats qu'il va informer l'empereur de la situation, car la faction d'Aisling tentera probablement de s'emparer de la technique de forge des minerais magiques de la famille royale. Leur mission prioritaire est de voler cette technique avant les autres pays. Dorel part pour la frontière afin de réorganiser l'armée et ordonne à Ménard de rester pour chercher des survivants de la famille royale, en les maintenant en vie. Ménard assure qu'il n'y a pas de souci. Alicia, horrifiée, demande à Clévatès ce que cela signifie, s'il a enlevé un enfant de la famille royale. Clévatès, curieux, ignorait qu'il s'agissait d'un royal. Il précise qu'il ne l'a pas enlevé, mais qu'on le lui a confié. Réalisant que l'enfant était sous les décombres du château qu'il a détruit, il comprend qu'il appartient à la famille du roi. Alicia, choquée, lui demande ce qu'il a fait. Clévatès répond qu'ils l'ont attaqué en premier. Déconcertée, Alicia explique que si le roi est mort, tout le monde cherchera cet enfant de sang royal pour la technique de forge des minerais magiques, réservée à la famille royale de Iden. Clévatès observe Luna, comprenant qu'elle porte un destin inéluctable, mais trouve cela fascinant. Il décide de faire d'elle une reine, lui-même agissant comme un ministre dans l'ombre. Auparavant indifférent à la conquête, il trouve excitant d'observer le comportement des hominidés depuis le sommet et d'envoyer ses serviteurs s'infiltrer pour les exterminer à sa guise. Alicia réalise qu'elle a aggravé la situation en parlant trop. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour nourrir Luna. Alicia tente de se calmer, sachant que même si Luna retournait dans son pays, un étranger cornu comme Clévatès ne serait pas accepté. Bien qu'il puisse changer d'apparence, elle est certaine qu'il ne peut cacher sa corne. Elle ne comprend pas son obsession pour Luna, mais sait que si quelqu'un tentait de la lui arracher, il pourrait exterminer tous les hominidés. Elle décide que sa dernière mission en tant qu'héroïne sera d'empêcher cela à tout prix. Clévatès la réprimande pour marcher trop lentement. Alicia tente de l'avertir qu'il y a quelqu'un derrière lui, mais un bandit lui brise soudainement le cou. Ils sont rapidement encerclés. Alicia pense qu'ils sont finis, mais Clévatès s'effondre, mort en un instant, la plongeant dans la panique. Un bandit l'assomme, l'envoyant dans l'inconscience. Maintenant, ils sont dans la charrette des bandits, où de nombreux autres captifs sont assis à côté de Clène. Clène tient le bébé Luna avec un sourire calme, ce qui inquiète davantage Alicia, car elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle remarque que Luna dort et demande à Clène comment il a réussi à l'apaiser. Clène explique que Luna pleurait il y a quelques instants, mais que maintenant tout va bien, car le trajet est paisible. Luna se faufile parmi les autres captifs pour se rapprocher de Clène et lui chuchote pourquoi lui, l'un des rois démons les plus puissants à avoir jamais existé, s'est laissé capturer volontairement. Elle pense qu'en changeant d'apparence, Clène a également perdu de sa puissance, ce qui explique pourquoi il a été assommé d'un seul coup. Clène affirme que son hypothèse est proche de la vérité, mais pas tout à fait exacte. Il explique que la transformation de son apparence a aussi rendu son corps aussi fragile que celui d'un humain, ce qu'il ignorait. C'est pourquoi, lorsqu'il a été frappé par surprise dans le dos, il a perdu connaissance. En gros, le système de défense naturel de Clène est désormais affaibli, mais grâce à ses pouvoirs, il peut le renforcer. La vraie question est donc, pourquoi Clène n'a pas encore essayé de s'échapper de ce pétrin? Sa logique est que, puisqu'il est maintenant déguisé en humain, il préfère garder ses véritables pouvoirs secrets jusqu'à ce que Luna devienne le prochain roi. C'est pour cela qu'il laisse les événements suivre leur cours. De plus, Clène souhaite en apprendre davantage sur le monde humain, notamment pourquoi ces pauvres gens ont été enlevés. C'est donc aussi pour cela qu'il a choisi de ne pas s'enfuir. Réalisant à quel point Clène est ignorant de tout cela, Alicia lui explique, à ce crétin, qu'eux et les autres ont été capturés par des bandits qui prévoient très probablement de les vendre à des trafiquants d'esclaves. Quoi qu'il en soit, Alicia demande à Clène de ne pas juger les humains selon le comportement des bandits, affirmant que ces derniers sont les pires d'entre eux. Peu après, la charrette arrive à la base des bandits, et les captifs sont séparés en deux groupes, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. L'un des captifs tente de s'échapper, ce qui fait sourire littéralement Dagan, conscient que ce pauvre type vient de signer son arrêt de mort. Et à juste titre, quelques secondes plus tard,
un autre bandit lance une dague sur le fuyard, le poignardant dans le dos et mettant fin à son calvaire. Une fois l'intrus éliminé pour de bon, Dagan avertit les nouveaux captifs de ne pas commettre la même erreur, sinon ils connaîtront le même sort. Il se tourne ensuite vers Alicia et lui dit de venir avec lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, il commence à la traîner dans sa chambre pour découvrir ses intentions. Clem se demande quoi faire lorsqu'une femme nommée Carmen, probablement responsable du groupe Femmes et Nourrissons dans ce gang de trafiquants humains, le remarque immobile. En voyant qu'il tient un nourrisson dans les bras, Carmen appelle sa servante Nell pour qu'elle s'occupe de Luna. Nell est chargée de nourrir les bébés capturés. La base des bandits se trouve dans une carrière, et tout au fond de la fosse se trouve une mare dans laquelle repose une lame rouge légendaire. Mais cette lame est protégée par une chose monstrueusement puissante. Quoi qu'il en soit, il semble que je me suis trompé sur les intentions d'Agan, car il est révélé qu'il a seulement amené Alicia à Broco. Broco est le chef par intérim du gang des bandits appelés les Corbeaux en l'absence de leur véritable chef, Zazak. Broco aurait apparemment usurpé la position de chef des Corbeaux, mais personne n'ose le contester à cause de sa bête de compagnie, Betty, capable de réduire n'importe qui en morceaux. Alicia reconnaît cette créature comme un démon occidental et est surprise d'apprendre que Broco l'a apprivoisé. Broco parle avec Betty, qui lui dit vouloir jouer avec un humain mâle. Broco lui dit qu'elle peut choisir librement l'un des deux bandits venus avec Alicia. Mais avant cela, il révèle pourquoi il a fait venir Alicia dans son bureau. Les bandits possèdent tous les cristaux magiques qu'Alicia a récupérés dans la base de Clen. Broco sait également que ces cristaux viennent du mont Moon, le repère de Clévatès. En se basant sur les preuves et le fait qu'Alicia n'a pas eu peur à la vue de Betty, il conclut qu'elle fait partie des 13 héros envoyés de Iden pour vaincre Clévatès. Broco suppose qu'Alicia était en route vers Iden avec ce sac plein de cristaux magiques. Il lui annonce alors une mauvaise nouvelle, la capitale royale a déjà été détruite par Clévatès. Pourtant, il affirme que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour les Corbeaux, révélant qu'il possède une épée rouge, la Mana Idlith, que seuls les rois de Iden savent forger. L'épée de Broco est bien sur une fosse, et son gang les vend à des idiots incapables de faire la différence. Maintenant que toute la famille royale a disparu, la valeur des épées Mana Idlith va exploser. C'est une excellente opportunité pour faire de l'argent. Mais Broco vise quelque chose de plus grand, l'épée la plus pure des Idlith, forgée par les rois de Iden et remise aux héros. Broco est certain que tous les autres héros ont été tués par Clévatès et qu'Alicia a survécu en abandonnant ses camarades. Il lui demande où se trouve son arme et celle des 12 autres héros défunts. Comme Alicia refuse de répondre, Broco ordonne à Dagan et Satch de l'emmener à la base de Clévatès pour y chercher les trésors. Dagan suggère qu'il serait plus judicieux de récupérer d'abord un autre trésor qu'ils ont déjà repéré, mais Broco insiste pour suivre le plan initial. Il dit aussi à Dagan et Satch qu'ils peuvent s'exercer avec Alicia avant de partir, pour s'assurer qu'elle ne leur posera pas de problème durant le trajet. Pendant ce temps, Clen travaille comme serveur dans l'auberge des bandits tenus par Carmen. De nombreux bandits essaient de draguer Carmen, et Clen, en observant cela, ne peut que se demander jusqu'où va la perversité de ces gens. De son côté, Nell donne du lait à Luna, un lait que le père de Luna a oublié de ramener. Nell a aussi d'autres tâches, car elle est également serveuse et subit les abus des clients, tous des bandits. Clen sert la viande avec obéissance et patience, et beaucoup de bandits sont impressionnés par son service. Carmen, cependant, ressent quelque chose d'étrange. Tout le monde croit que Clen est un orc à cause de ses cornes, mais sa peau est trop pâle, et ses yeux sont ceux d'un tueur. Deux bandits s'en prennent à Nell et l'emmènent pour abuser d'elle. Ils passent toute la nuit avec elle et la laissent couverte de blessures. Elle ne se plaint pas, et une fois qu'ils en ont fini, elle retourne discrètement à l'auberge pour nourrir Luna. Les deux bandits qui ont maltraité Nell commencent soudainement à se sentir faibles et étourdis, et ils disparaissent littéralement de ce monde lorsque Clen révèle qu'il en est responsable, rendant justice à la pauvre Nell. Nell vient nourrir Luna et le retrouve dans les bras de Clen. Elle ne sait pas ce qu'il a fait aux deux hommes qui l'ont agressé, mais elle est seulement préoccupée par le fait de nourrir l'enfant. Elle le prend dans ses bras et l'emmène dans un abri pour le nourrir. Clen s'assoit avec elle et lui demande de parler d'elle. Il se demande si elle fait partie des Corbeaux et ce qu'ils font. Elle hésite à répondre, mais il insiste pour qu'elle parle. Il est simplement curieux. Elle révèle avoir grandi ici. Elle ne se connaît que comme membre des Corbeaux. Elle n'a jamais eu de père, seulement une mère. Enfant, elle n'a jamais vu le visage de sa mère, seulement son dos. Mais elle savait que sa mère était esclave, car elle l'avait vue en cachette se faire molester par des hommes. À ses 12 ans, sa mère a disparu. Elle ne savait pas si elle était morte ou s'était enfuie. Ce qu'elle sait, c'est que ce soir-là, alors qu'elle mangeait, des hommes sont venus la frapper. Pendant les années suivantes, sa vie a été misérable. Elle a compris que sa mère la protégeait. Ils l'ont battue chaque jour, et elle a dû vivre comme du bétail, jusqu'à ce qu'elle rencontre Carmen. Elle lui a dit qu'elle pouvait satisfaire les hommes et qu'ainsi, il cesserait de la maltraiter. Elle a décidé de suivre Carmen ce jour-là et a appris à satisfaire les hommes. Même si elle ne sera jamais comme Carmen, sa vie s'est améliorée. Elle a du travail et peut nourrir les enfants grâce à son lait. Cela la rend satisfaite. Clen lui demande pourquoi elle a du lait alors qu'elle n'a pas d'enfant.
Elle révèle qu'elle était enceinte, mais a eu une mort-née. Son bébé bougeait dans son ventre et cela lui donnait une raison de vivre, jusqu'à ce que l'enfant naisse mort. Quand les sages-femmes lui ont annoncé la nouvelle, elle s'est sentie sombrer dans un monde froid. Elle pensait qu'elle allait mourir, et cela lui allait. Mais soudain, elle a ressenti de la chaleur. Elle a rouvert les yeux et vu un enfant d'environ 6 mois téter son lait. Cela lui a donné une raison de vivre. Elle l'a nourri, puis d'autres enfants sont arrivés, et elle les a nourris aussi. Les voir vivre grâce à elle la rend heureuse. Elle confie avoir essayé 2 fois d'avoir ses propres enfants, sans succès. Clem, fatiguée d'entendre tout cela, lui demande de s'arrêter, puis lui demande si elle veut le suivre comme nourrice de Luna. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de la prendre, mais qu'il n'a pas non plus de raison de ne pas l'emmener. Et puisque Luna l'aime bien, ce serait gagnant-gagnant. Luna tapote son corps comme pour dire qu'elle veut qu'elle vienne. Clem lui redemande, veut-elle venir avec lui comme nourrice ou rester là pour être utilisée par ces salauds? Elle sait que c'est une belle offre. Mais elle dit que ce serait naïf d'accepter, puisqu'il est lui aussi un esclave, du moins à ce qu'elle croit. Elle lui dit qu'elle aimerait le suivre, mais qu'elle ne peut pas. Elle a d'autres enfants qu'elle veut nourrir et à qui elle veut donner espoir. Elle lui rend Luna et part. De leur côté, les bandits amènent Alicia sur un pont et lui demandent d'avancer. Arrivée au milieu du pont, elle s'arrête et regarde en bas. Ils croient qu'elle veut sauter et lui disent qu'elle ne survivra pas à cette chute. Mais elle regarde la rivière devant elle. Elle y voit des gemmes et sait ce que c'est. Avant qu'elle ne puisse parler, ils lui disent que c'est la rivière où est mort le héros légendaire Codwall. Elle le sait aussi. Là, un esclave dit qu'il entrera dans la rivière et que s'il ramène ce qu'il cherche, ils devront libérer lui et sa femme. Sa femme l'encourage, rappelant aux bandits leurs promesses. Mais lorsqu'il saute, des monstres surgissent et le dévorent. Alicia savait qu'ils n'allaient pas le libérer. Cet endroit, c'est le puits d'Elbe. Il abrite des monstres venus il y a 300 ans à cause d'une inondation. Et l'épée Fan Cascade est dans cette rivière. Les bandits veulent que quelqu'un la récupère. Mais c'est impossible. Elle les traite de salauds parce qu'ils savaient que le garçon allait mourir et n'avait même pas bien attaché sa corde. Il lui rappelle qu'elle n'est pas là pour leur faire la morale et que son bourreau est juste devant elle. Elle regarde l'homme horrible, Pito, qui monte sur le pont pour l'affronter. Il s'imagine en train de lui enlever ses vêtements. Avant qu'il ne s'approche, elle se déboîte l'épaule, lui prend son épée, coupe la corde du pont et saute. En tombant, elle se dit qu'elle fait confiance aux paroles de Clem selon lesquelles elle ne mourra pas. Le corps d'Alicia est complètement écrasé et défiguré à cause de sa chute. Les hommes se demandent ce qui s'est réellement passé pour que la fille se soit jetée d'une telle hauteur. Voyant qu'elle est morte, ils ne savent pas quoi dire au chef, car Alice devait les conduire jusqu'à la montagne de la Lune. Sans autre choix, ils doivent descendre, car si le chef la prend, il les anéantira tous les deux. Pendant ce temps, Alice parvient à revenir à la vie, même avec un corps entièrement brisé, mais elle ne sent rien en dessous du cou. Tout son corps est immobile, et les bandits se rapprochent. Elle doit trouver un moyen de sortir de cette situation. Alors qu'elle s'y attend le moins, son sang commence à remonter, et Clem apparaît, l'insultant pour avoir perdu autant de sang. Alice lui demande pourquoi Clem est si petit. Le garçon explique que son pouvoir dépend de la quantité de sang magique de la personne. La quantité de sang qu'Alice a dans son corps est ce qui la maintient en vie. Si elle perd tout, elle mourra réellement, et il n'y aura pas grand-chose à faire. Tant qu'Alice aura une utilité, il la ramènera dans son corps autant que possible. En faisant cela, les parties du corps qui n'ont pas été totalement détruites seront restaurées. Alice ne comprend pas pourquoi elle n'a pas encore été restaurée ou si elle n'a plus d'utilité. Clem aimerait lui poser une question avant tout pour l'aider, car ils n'ont pas encore eu beaucoup de temps pour discuter. Pendant qu'il s'éloignait, Clem a trouvé la personne parfaite pour nourrir Luna. Elle s'appelle Nell et elle est avec les bandits. D'après la perspective magique de Clem, Nell n'a jamais été bien traitée par ces gens. Clem pensait qu'elle accepterait son offre de les rejoindre pour élever Luna et partir d'ici. Il ne comprend pas pourquoi Nell a refusé sans même y réfléchir. Alice dit que c'est probablement à cause de l'apparence de Clem. Les bandits ne laissent personne quitter cet endroit. Ils la poursuivraient sans réfléchir à 2 fois, et peu importe où Nell irait, ils la tueraient. Ainsi, peut-être que Nell pense qu'elle ne pourrait pas s'échapper vivante, préférant rester là où elle sait qu'elle survivra et pourra aider les enfants qui arrivent et ont besoin de son aide. Clem comprend, mais il ne sait toujours pas comment la convaincre de partir avec eux. Alice dit qu'ils doivent éliminer tous les bandits pour que Nell se sente en sécurité pour partir. Ainsi, personne ne les poursuivra. Avec le pouvoir de Clem, il pourrait vaincre tout le monde avec une extrême facilité, mais il décide de ne pas le faire. Il ne peut pas laisser quiconque découvrir qu'il s'est éloigné de la montagne de la Lune, car il ne veut pas qu'on attaque l'endroit en son absence. Clem a ses propres raisons de voyager, principalement à cause de Luna. C'est pourquoi il veut qu'Alice élimine les bandits. Il veut qu'elle anéantisse tous ceux qui se font appeler les corbeaux, car elle faisait partie du groupe des 13 héros. Tuer ces bandits serait une tâche facile pour elle. Alice lui demande d'attendre un peu. Ce n'est pas facile d'éliminer autant de personnes sans rien en main. Les héros ne sont pas invincibles. Peu après, Alice revient à la vie, et ses os commencent à se remettre en place. Les bandits ne comprennent pas ce qui se passe, voyant la fille complètement brisée au sol reprendre sa forme normale.
Alice ressent une douleur atroce à cause de ses os qui se reconnectent. Les hommes sont choqués et savent que cela n'est pas possible. C'est quelque chose d'irréel, mais peu importe. Ce qui compte vraiment pour eux, c'est qu'elle soit vivante pour les conduire aux armes du héros. S'il le faut, ils peuvent lui arracher bras et jambes, mais elle doit rester en vie pour les guider jusqu'au trésor. En se jetant sur elle, Alice encaisse le coup uniquement pour prendre l'épée, le cache-œil et retirer les menottes de ses pieds. En s'équipant, elle remarque qu'elle est sale, mais elle va quand même tout utiliser pour ressembler à une pirate et en finir avec eux tous. Alice décide de faire ce que Clem veut, éliminer tous les bandits. Le garçon doit trouver Nell au plus vite pour la convaincre de partir avec eux. La scène change pour montrer la fille, qui explique qu'elle a été retardée parce qu'elle nourrissait le bébé. Inquiète pour son amie, elle aimerait qu'elle fasse plus attention. Maintenant, elles doivent nettoyer tout l'endroit avant l'arrivée des bandits. Nell commence à nettoyer. Carmen ne comprend pas pourquoi elle est de si bonne humeur. Nell veut en savoir plus sur le monde, car elle est avec les corbeaux depuis sa naissance et ne connaît rien de la vie à l'extérieur. Carmen ne sait pas exactement à quoi ressemble le monde dehors, tout comme elle et les autres personnes de cet endroit, qui ont soit perdu leur foyer, soit commis des crimes graves. Elle n'a pas de bons souvenirs du monde extérieur, donc elle ne peut pas expliquer à Nell. Elle aimerait savoir pourquoi Nell veut tant en savoir sur le monde extérieur. Elle imagine qu'elle pense à s'enfuir, mais en réalité, Nell n'y pense même pas, car elle croit qu'il est impossible de s'échapper. Malgré tout, elle est curieuse de savoir à quoi ressemble le monde dehors. L'un des esclaves l'a invitée à s'enfuir, mais à ce moment-là, le chef des corbeaux entend tout. En lui donnant une claque au visage, Carm commence à crier sur Nell, disant qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper de cet endroit. Les hommes qui ne veulent plus d'elle la jetteront comme si elle n'était rien. C'est pourquoi les femmes de cet endroit doivent s'entraider. Elle traite Nell d'inutile, disant qu'on l'a invitée à s'enfuir, elle, et pas une autre. Alors qu'elle s'apprête à lui donner une autre claque, le chef apparaît, et les deux femmes sont choquées. Il est en colère parce que les gens ne peuvent pas manger sans transformer l'endroit en porcherie. Il ne comprend pas et ne veut pas savoir de quoi elle discutait, mais voir une amie frapper une autre est inacceptable. Carm demande pourquoi le chef est là, car il ne vient jamais. Il explique qu'il a entendu dire que quelque chose de nouveau était arrivé. La fille explique qu'un bébé vient d'arriver. L'homme appelle Nell pour lui montrer où est l'enfant, disant qu'ils vont l'engraisser un peu. En voyant l'expression inquiète de la femme, il la fixe avec colère. Irritée, elle attend qu'il parte et se met à crier, disant que seule Nell peut nourrir les enfants. Toutes les femmes ne produisent pas de lait. Soudain, Clem apparaît derrière la fille et dit que plus personne ne peut nourrir Luna, car Nell vient d'être emmenée. Elle a voulu quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir, la liberté. En remarquant les yeux de la fille, il note qu'ils sont vides et ressent de la peur rien qu'en les regardant. Clem veut qu'elle lui raconte tout en détail. En emmenant Nell dans un endroit isolé, l'homme révèle qu'elle a toujours vécu ici, mais qu'elle ignorait l'existence de cet endroit. Il explique que c'était autrefois une mine avec beaucoup de minerais rares. Le combustible de la lampe est ce minerai, qui peut aussi être utilisé pour d'autres choses. Récemment, on a commencé à l'appeler magie. Avant de rejoindre les corbeaux, l'homme a passé des années à faire des recherches là-dessus. En regardant le sol, Nell est terrifiée en voyant un crâne humain jeté là. L'homme lui demande de se calmer, disant que ce n'est peut-être qu'un rat, car ils sont une plaie dans cet endroit. Soudain, la lampe s'éteint, et elle ne voit plus rien. En appelant le patron, il dit qu'il va bientôt la rallumer. La lampe doit être défectueuse, il lui faut juste une seconde. Quand la lumière revient, une grande créature apparaît. L'homme explique qu'il utilise les minerais magiques pour la contrôler. Les corbeaux ne pardonnent jamais les traîtres, et le petit désir de Nell pour le monde extérieur est considéré comme une trahison. Elle sera donc exécutée et servira de dîner à Betty. En essayant de s'enfuir de la mine, Nell pense que si elle avait pris la main de Clem, cela ne serait pas arrivé. Alors qu'elle est sur le point d'être engloutie, Clem apparaît devant elle. Elle est triste de ne plus pouvoir nourrir Luna et est engloutie peu après. Clem demande à Luna de ne pas pleurer. Manger et être mangé fait partie des lois de la nature. Le chef demande qui est Clem, mais le garçon veut juste savoir ce qu'est cette aberration devant lui. C'est le troll de l'Ouest, et il ne comprend pas comment cette bête magique peut être aux mains d'un simple humain. Cela ne fait définitivement pas partie de l'ordre naturel. Le chef veut aussi comprendre comment Clem peut rester si calme face à une créature comme Betty. Il trouve dommage de donner un enfant en nourriture à Betty, mais il la laisse quand même faire la fête. Cependant, la créature devient complètement incontrôlable, et il ne comprend pas ce qui se passe. Peu après, la bête vomit Nell, et Clem remarque que sa peur était si grande qu'elle a expulsé la femme, qui respire encore, bien que difficilement. Clem veut que quelqu'un s'occupe d'elle, et Luna peut le faire. Alors, ils sont emmenés hors de là. Le chef veut comprendre ce qui s'est passé, car Betty n'obéit pas comme il le faisait habituellement. En se retournant, le chef demande où est le bébé. Il questionne aussi si Clem est un utilisateur de magie. Le garçon n'a aucune idée de ce qu'est la magie, et le chef pense qu'il se fait passer pour un idiot. Il explique alors que c'est sa génération qui a créé le concept de la magie et demande à tout le monde de faire attention, car il va donner une leçon sur les principes de base. Il sort une poudre de sa chemise. À l'intérieur,
il y a des larves qui peuvent contrôler l'hôte. Cela a pris beaucoup de temps à perfectionner, et pour l'instant, il ne peut contrôler qu'une troll femelle. Mais un jour, il prévoit de pouvoir contrôler toutes les créatures du monde. Il ordonne alors à Betty d'attaquer. Clem est touché par un coup et projeté au loin. Il veut savoir pourquoi Alice ne lui a jamais parlé de la magie, car dans cette forme, il ressent tous les impacts. Pendant ce temps, Alice continue de combattre les bandits, et tous la traitent de monstre. Nous sommes ramenés à un moment du passé, où elle s'entraînait toujours avec son père, qui lui enseignait tout sur le maniement de l'épée. En lui demandant comment elle pouvait devenir plus forte, son père expliquait qu'elle ne devait jamais hésiter. Elle ne devait jamais cesser de frapper l'ennemi. Quand la rigidité du corps disparaîtrait, elle deviendrait encore plus forte. Le plus important était de faire confiance à la force de l'épée. Peu après, nous revenons au présent de l'anime, avec Alice vainquant tout le monde avec facilité. L'un des hommes sait qu'il n'a aucune chance de la battre en technique, alors il tente de l'emporter par la force. En frappant l'épée de la fille, il parvient à la briser et à la jeter au loin. Malgré cela, rien ne lui arrive. Alice se relève, et les hommes veulent savoir de quoi ses os sont faits. La fille réalise qu'elle a besoin d'une meilleure épée et se met à courir pour récupérer l'épée légendaire qui se trouve dans le puits. En voyant qu'elle court vers le puits, l'un des hommes pense qu'elle tente de se jeter dans le puits, mais pense que les bêtes démoniaques à l'intérieur du puits vont la bouffer, car en 300 ans personne n'est ressorti vivant du puits. Elle monte en haut tandis que les bandits continuent de la poursuivre. Elle détruit une partie de l'échafaudage pour dissuader les bandits de la poursuivre, mais ils continuent quand même à la suivre. Alice coupe ensuite la corde qui maintient l'échafaudage en place, la faisant s'écrouler au fond de l'eau. Bientôt, tous sont entraînés au fond de l'eau, et les bêtes commencent à dévorer les bandits. En cherchant où est la femme, on découvre qu'elle est cachée dans le tonneau de pommes. Elle a un avantage que l'ancien héros n'avait pas, elle ne peut pas se noyer. Maintenant, elle part à la recherche de l'épée légendaire. Malgré tout, au fond de l'eau, une autre bête l'attend. À mesure que le tonneau coule au fond du lac, la pression de l'eau commence à faire souffrir Alicia. Bien qu'elle ne puisse pas mourir, elle ressent une douleur intense, mais elle continue de l'endurer jusqu'à ce qu'elle aperçoive l'épée légendaire. Une grande partie de son corps est engourdie à cause du manque d'oxygène, mais elle persiste à plonger vers l'épée. Au moment où elle est sur le point de l'attraper, un œil gigantesque s'ouvre, révélant qu'elle et l'épée ne sont pas au fond du lac, mais sur le dos d'un monstre colossal. Désespérément, Alicia tente de saisir l'épée, espérant que ses pouvoirs renforceront ses capacités pour survivre. Le monstre l'avale entièrement avec l'épée. Avec le peu de force qui lui reste, elle parvient à l'attraper. À cet instant, elle se remémore les mots de son père, qui lui avait dit qu'elle possédait plus de talent que quiconque pour libérer les pouvoirs de l'épée légendaire, faisant d'elle une héroïne exceptionnelle. Ces mots lui donnent l'élan nécessaire pour continuer à se battre, et elle réussit à sortir de la gueule du monstre. Son estomac est déchiré à cause de la morsure du monstre, et elle commence à perdre beaucoup de sang, un sang magique. En tant que mi-humaine, mi-zombie, elle reste consciente, concentrée sur l'activation des pouvoirs de l'épée. En saisissant le mana de l'épée, elle la brandit vers le bas, générant assez de propulsion pour remonter. Selon Alicia, l'épée possède des capacités aquatiques semblables à celles d'un poisson, parfaites pour combattre sous l'eau. Elle se demande comment son ancien porteur, le héros légendaire, a pu la perdre. Elle suppose que le héros a dû être vaincu par cette bête colossale, peut-être un démon ancien. Dans ce monde, les démons colossaux vivent depuis des dizaines de milliers d'années et préfèrent rester cachés. Peut-être que l'excavation de magie ou la découverte de cette bête démoniaque ancienne a conduit à la chute du héros légendaire, qui ignorait que ce lac était son repère. Quoi qu'il en soit, Alicia continue de brandir l'épée et nage vers la surface, remarquant de nombreux cadavres récents dans l'eau, tués par des monstres plus petits. Ces derniers ne l'inquiètent pas, car elle est bien plus forte qu'eux, et elle se ferait un chemin en les tailladant jusqu'à émerger à la surface. Là, elle trouve les deux chefs bandits qui l'attendent. Ils remarquent qu'elle porte l'épée précieuse, mais envisagent tout de même de l'attaquer, dépourvu de la moindre jugeote. Avant qu'ils ne puissent agir, le monstre colossal émerge à son tour et utilise ses tentacules semblables à ceux d'une pieuvre pour dévorer tous les humains à sa portée. Avec l'aide de l'épée, Alicia parvient à se défendre, mais elle sait qu'elle ne peut pas affronter la bête seule. Elle décide de laisser le monstre éliminer tous les bandits et commence à s'éloigner de la scène. Les chefs bandits l'appellent, la suppliant de sauver leur vie, promettant d'obéir à ses ordres et d'abandonner leurs méfaits. Mais Alicia sait mieux que quiconque que ces individus ne manqueraient pas une occasion de la trahir ou de trahir quiconque. Elle continue donc son chemin, et le monstre colossal s'occupe du reste, forçant les bandits à quitter ce monde définitivement. En tant qu'héroïne, Alicia s'inquiète de laisser une telle bête calamiteuse en liberté. Cependant, comme il s'agit d'un monstre aquatique, elle pense qu'il ne quittera pas son territoire. Quoi qu'il en soit, elle a éliminé tout le groupe de bandits comme ordonné par Clem, et elle se demande quoi faire ensuite. C'est alors que Clem lui parle à travers leur connexion de sang magique, lui demandant si elle a accompli sa mission. D'après les fluctuations intenses de son flux sanguin quelques minutes plus tôt, Clem suppose que le travail est terminé. Mais à cause des blessures qu'elle a subies, il réalise qu'elle a dû beaucoup lutter. Alicia n'en revient pas de l'audace de cet homme.
Elle lui dit qu'au lieu de rester inactif, il devrait venir l'aider, l'informant qu'elle s'est retrouvée dans une situation compliquée face à un démon colossal. En entendant cela, Clem s'excuse, affirmant qu'il était occupé à gérer ses propres problèmes, ce qui surprend Alicia. Elle n'a jamais pensé que le roi démon le plus puissant pourrait avoir des ennuis. Clem explique que sa forme humaine limite ses véritables pouvoirs, mais le principal problème vient des subterfuges bon marché utilisés par les humains contre lui. Il est furieux qu'Alicia lui ait caché l'existence de la magie. À cause de cela, il lui annonce qu'il la punira. Il a déjà éliminé Betty, et le maître de Betty, Broco, fuit pour sauver sa vie lorsqu'il tombe sur le corps de Nell. En se retournant, il trouve Luna assise à côté de Nell. En tant que vilain, il décide d'enlever Luna. Pendant ce temps, Alicia se précipite sur place, ordonnée par Clem d'arriver immédiatement, et elle ne peut désobéir à ses ordres. Avant d'aborder la punition, elle demande à Clem ce qu'est cette fumée rouge, mais il ne répond pas. Au lieu de cela, il lui pose des questions sur l'épée, et elle refuse de la lui donner, disant qu'elle a trop souffert pour l'obtenir. Clem n'insiste pas et répond à sa question précédente, expliquant que cette fumée réduit l'essence des démons, ce qui explique pourquoi il a du mal à localiser Luna. Il pourrait reprendre sa forme originale pour dissiper la fumée, mais il craint que la caverne ne s'effondre. Il ordonne donc à Alicia de régler ce problème, lui confiant la tâche puisqu'elle connaît la magie. Alicia explique que, bien qu'elle sache ce qu'est la magie, elle ne peut pas l'utiliser. Clem n'en revient pas qu'elle soit une héroïne aussi inutile. Alicia lui reproche d'avoir tué les 11 autres héros, affirmant que certains d'entre eux savaient utiliser la magie, mais Clem l'ignore complètement et commence à explorer la caverne lui-même. Alicia le suit et lui demande ce qu'il fera si Broco a déjà fait du mal à Luna. Clem répond que si cela arrive, son intérêt pour le monde humain disparaîtra, laissant entendre qu'il détruira toute l'humanité. Ils doivent donc trouver Luna avant que Broco ne lui fasse quoi que ce soit, sinon des millions d'innocents souffriront. Sachant que Luna est la seule chose qui empêche la destruction de l'humanité, Alicia n'a d'autre choix que de retrouver le garçon. Elle commence à marcher avec Clem pour le trouver et remarque une traînée de sang. Elle vérifie le sang, constate qu'il est humain et demande à Clem si Nell était blessée. Elle a raison, Nell est blessée et saigne, mais Clem dit qu'il a pu arrêter l'hémorragie pendant un temps, bien qu'il savait que cela ne durerait pas. La manière dont le sang est traîné sur le sol indique l'une de deux choses, soit Nell s'est traînée pour sauver le garçon, soit quelqu'un la traîne. La réponse est la seconde. Cependant, personne ne la traîne, au contraire, c'est elle qui retient Broco par ses vêtements pour s'assurer qu'il ne prenne pas Luna. Plus tôt, Broco avait trouvé Luna et Nell au sol et avait pris le garçon. Pour le protéger, Nell continuait de s'accrocher à ses vêtements, empêchant Broco de l'emmener. Fatigué de l'obstination de Nell, Broco lui demande jusqu'où elle ira et insiste sur le fait qu'il ne veut que le garçon. Il se rappelle que lorsqu'il a trouvé Luna, il a essayé de s'approcher, mais Luna a repoussé sa main et a crié. Le cri de Luna brise la lampe qu'il tient. Il réalise que Luna possède un pouvoir magique supérieur au sien et confirme que Luna a le sang d'Iden, ce qui lui suffit. Comprenant que le garçon est utile, il veut l'emmener. Comme Nell refuse de lâcher ses vêtements, il menace de lui couper la main et de partir. Avant qu'il ne le fasse, Alicia apparaît et l'arrête. Broco est choqué qu'Alicia soit encore en vie et demande ce qui est arrivé à la bande qu'il avait envoyée pour la tuer. Elle lui répond qu'ils auraient déjà atteint le paradis s'ils rampaient. Clem se joint à la conversation et parle de la manière dont il punira Broco. Ce dernier réalise que Luna est sa seule issue, alors il place son épée sur les mains de Luna, menaçant de lui couper les doigts à chaque pas qu'ils font. Clem s'en moque, mais Alicia l'arrête. Clem insiste sur le fait qu'il peut régénérer les mains de Luna, mais cela n'effacera pas la douleur. Alicia n'apprécie pas cette idée et propose à Broco de négocier. Elle lui dit qu'elle possède l'épée héroïque qu'il veut, la montre et annonce qu'elle est prête à la céder en échange du garçon. Elle jette l'épée contre le mur et lui donne deux options, lâcher le garçon et prendre l'épée avec les deux mains, ou garder le garçon et laisser l'épée. Broco rit, comprenant que si Alicia est prête à abandonner l'épée, c'est que le garçon est très important, confirmant qu'il a bien le sang d'Aiden. Il déclare qu'une seule épée ne suffit pas pour qu'il renonce au garçon et exige de connaître l'emplacement des autres épées. Alicia hésite à donner cette information, mais Clem lui dit que ce ne sont que quelques épées et qu'elle peut les céder. Les épées se trouvent tout au mont de la Lune, l'endroit où Clem les avait attaquées. Elle révèle à Broco l'emplacement des épées. Broco rit, pensant qu'il les a trompées, mais il ignore qu'ils ne sont pas dupes. Il sort une poudre magique, la verse sur lui et se vante de récupérer l'épée lui-même. Il devient invisible, et Luna se met à pleurer. Broco se parle à lui-même, disant qu'il laissera cette épée et ira chercher les 12 autres. Il part, pensant que les autres ne peuvent pas le voir. Cependant, il est choqué quand Alicia le frappe. Il lui demande comment elle a pu le voir et le frapper. Elle répond que, bien qu'elle ne puisse pas le voir, elle pouvait l'entendre, ainsi que les pleurs de l'enfant et les vantardises de Broco sur ses pouvoirs. Elle lui dit qu'il ne sera jamais aussi puissant qu'il le souhaite et restera toujours faible. Clem récupère Luna, nettoie la poudre de son corps et se prépare à partir. Alicia demande ce qu'il compte faire avec Nell, mais il répond qu'elle est trop gravement blessée et que son corps est endommagé. Il pourrait la guérir, mais cela demanderait beaucoup d'efforts,
et il ne pense pas qu'elle en vaille la peine. Alicia pense autrement, Nell a sauvé l'enfant jusqu'au bout, montrant à quel point elle voulait qu'il soit sain et sauf. Elle insiste sur le fait que, si elle était la mère de Luna, elle voudrait que Luna vive. Glenn lui rappelle qu'il ne peut utiliser son sang magique que sur une personne à la fois, et s'il l'utilise pour Nell, Alicia risque de mourir. Alicia, ayant déjà péri une fois, dit que mourir à nouveau ne serait pas un problème. Elle insiste sur le fait qu'elle est une héroïne et que sauver les gens est sa mission, se souvenant que son père lui avait dit la même chose en grandissant. Glenn transfère son sang dans le corps de Nell. Nell se réveille, choquée d'être en vie, et demande à Glenn s'il l'a sauvée. Il répond que non, révélant que c'est Alicia qui a pris la décision et qu'elle devrait la remercier. Il commente que, malgré la force d'Alicia, elle reste humaine et prédit qu'elle se réveillera dans quelques minutes. Comme prévu, Alicia se réveille et attrape immédiatement son épée, soulagée qu'elle soit encore là. Glenn confie Luna à Nell et l'appelle par un nouveau nom, Nelly, lui disant qu'elle est renée et que son nom doit changer. Elle doit le suivre. Nell serre Luna contre sa joue avec joie, pensant au voyage à venir et espérant ne pas être un fardeau. Le voyage de 3 personnes est désormais celui de 4.